l'ouverture. Ça ne marche pas? On n'avait pas mis l'enregistrement. Bon. On est désolé, la technique est un petit peu compliquée, mais ça va le faire. L'ouverture des droits, pas de consultation avec un médecin ou une sage-femme depuis le début de la grossesse, c'est un signe d'alerte. Et la régularité du suivi de grossesse. Une femme précaire aura du mal peut-être à avoir une régularité parce que sa priorité, ce n'est pas son suivi de grossesse, c'est peut-être de payer la cantine de ses enfants, d'avoir un logement. Enfin, sa problématique n'est pas son suivi médical. Ah, je ne peux pas bouger. Voilà, les indicateurs de vigilance accrus, l'addiction, tabac, alcool. Alors, il faut savoir que c'est un indicateur important et c'est souvent difficile pour le professionnel d'aborder ces points, notamment le tabac. Par exemple, il y a des enquêtes tous les 4 ans. L'enquête nationale périnatale en 2016, la dernière qu'on a faite, c'est en 2021, donc on aura les résultats l'année prochaine. Par exemple, on s'est rendu compte que 17% des femmes fumaient au moins une cigarette par jour au 3e trimestre. Dans le baromètre santé en 2017, c'était 20 à 25% des femmes enceintes qui fumaient, avec un risque fœtal et du nouveau-né qui était important. Concernant l'alcool, on s'aperçoit qu'une femme, je ne sais plus, une femme sur 10, non, je ne sais plus en 2000 pour le premier, mais en 2010, on avait 32% des femmes et 23% qui disaient avoir bu de l'alcool pendant la grossesse. Et c'est plus fréquent chez les femmes plus âgées et plus diplômées. Donc souvent, c'est peut-être une question qu'on posera à une femme plus précaire, mais apparemment, l'addiction est plus importante chez les femmes plus âgées et plus diplômées, avec des risques fœtaux importants, notamment s'il y a une consommation au 1er trimestre de la grossesse. Et souvent, dans les films, on voit encore, quand on annonce sa grossesse, on sort le champagne. Voilà. Les opiacés, on a très peu de données. Pareil pour les psychotropes. Il y a une enquête intéressante par une sage-femme qui a fait son mémoire d'addiction cette année, en Aveyron, qui a interrogé 22 sages-femmes et 6 médecins généralistes et qui disait que dans cette enquête que les professionnels n'interrogent pas leurs patientes parce qu'ils expriment une crainte de mettre la patiente mal à l'aise pour 41%. Ils ont pour 37% le sentiment que les patientes ne disent pas la vérité. 17% n'interrogent pas la patiente parce qu'ils ne savent pas orienter. 13% parce qu'ils manquent de temps, ils ne savent pas quoi dire à la patiente. Et 3% disent, nous, on connaît notre patiente, on n'a pas besoin la question n'est pas nécessaire parce que ça fait 20 ans que je la connais et donc il n'y a pas de souci auprès de cette patiente. Alors que cette patiente cache peut-être un problème d'addiction. Pareil pour la vulnérabilité psychique, c'est difficile, on va le voir tout à l'heure, notamment pour les morts maternelles. Les victimes de violences, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas orienter et c'est difficile aussi parce qu'une fois qu'on fait l'orientation, on s'aperçoit que la patiente a du mal en cours de grossesse à quitter le conjoint violent. Donc, c'est compliqué pour le professionnel de s'investir dans une démarche d'accompagnement de sortie pour la patiente d'un environnement violent, alors que finalement, cette patiente va y rester. Le mode d'alimentation, le moyen de transport, on en a parlé déjà tout à l'heure, et le moyen de communication. Est-ce que cette femme a un téléphone? Est-ce qu'elle a un domicile? Est-ce qu'elle a les moyens d'alerter, de se protéger? Et l'état de santé générale de la femme enceinte, par exemple, les soins dentaires pour elle et pour ses enfants. Ça, c'est un très bon indicateur. L'indicateur ultime, c'est les morts maternelles. On s'est aperçu dans l'enquête du Comité national des morts maternelles de 2012-2015 qu'une des premières causes des morts maternelles, c'est le suicide.
il y a environ 1 par mois, soit 13,4% des morts maternelles. Les morts maternelles, c'est depuis le début de la grossesse jusqu'au 1 an après l'accouchement, quel que soit le mode, de la mort. Voilà. C'est un indicateur fondamental de la santé maternelle et c'est considéré comme un événement sentinelle dont la survenue témoigne du dysfonctionnement souvent cumulé du système de soins. Et là, c'est ce que nous montre l'enquête 2013-2015 sur les morts maternelles. Au moment de la survenue de la complication, les suicides, de 8 à 42 jours, on a 24%, c'est des suicides de mort maternelle, et de 42 jours à 1 an, c'est 56% de suicides. Et souvent, ces suicides, c'est des suicides violents, c'est-à-dire qu'ils ne laisseront pas la possibilité à la patiente de revenir en arrière. Les préconisations du Comité national des morts maternelles, c'est l'interrogatoire de la femme enceinte sur sa santé mentale actuelle, qui doit être renouvelé régulièrement tout au long du suivi prénatal et en postpartum. Un recours au psychologue psychiatre qui doit être systématique en cas de repérage de symptômes d'alerte, surtout s'il y a une modification brutale ou durable de l'état mental de la femme. Une collaboration multidisciplinaire, et là on repart vraiment dans les parcours complexes, qui doit être mise en place le plus tôt possible. Et en cas de pathologie psychiatrique connue, il est indispensable d'élaborer un parcours de soins spécifique coordonné entre la maternité, le psychiatre référent, le médecin traitant et le tracé. Notre projet. L'origine du projet, c'est une priorité du PRS 2018-2022. C'est aussi la difficulté, on le voit, des parcours complexes et a émergé l'année dernière le rapport des 1000 jours qui a été fait par un comité d'experts sous la houlette du pédopsychiatre, du neuropsychiatre Boris Cyrulnik, un rapport qui confirme la nécessité d'une coordination pendant la grossesse et que la vulnérabilité, c'est une complication obstétricale et neurodéveloppementale pour l'enfant, avec la nécessité d'une prévention précoce et une continuité anté- et postnatale. Il y avait aussi dans ce projet un projet qui existait déjà en Languedoc-Roussillon, l'existence de sages-femmes addiction-vulnérabilité en établissement en Occitanie-Est. Cette sage-femme était un peu la gestionnaire des cas complexes, mais souvent elle ne voyait la patiente que quand celle-ci rentrait dans le parcours au niveau du centre hospitalier. L'objectif de ce projet, c'était de systématiser la connaissance détaillée des ressources territoriales, de favoriser les liens interprofessionnels en périnatalité. C'est de mettre en place une coordination des acteurs de la périnatalité pour lutter contre la discontinuité des parcours, contre la divergence d'avis, on l'a vu tout à l'heure par exemple avec la vaccination anti-Covid, la superposition d'actions, les professionnels cloisonnés, le manque de confiance des usagers dans le secteur de santé et l'insécurité des professionnels, tout ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est prévenir aussi les complications obstétricales, parce que les addictions, ça peut entraîner des complications obstétricales, et des troubles neurodéveloppement de l'enfant qui sont liés aux vulnérabilités parentales et pas qu'aux addictions. En favoriser le soutien à la parentalité, dont les interactions mère-enfant, parent-enfant, la sécurisation de l'environnement, la sensibilisation des professionnels, repérage et accompagnement, la mise à disposition d'outils dédiés. Cette sage-femme de coordination, on l'avait appelée initialement coordinatrice vulnérabilité, sage-femme SFCV, au sein d'un territoire qui avait été validé par l'ARS sur 4 territoires d'Occitanie, l'Aveyron, l'Hérault, et en lien avec le projet Pacte pour l'enfance des conseils départementaux, le Tarn-et-Garonne et le Gard. On a notre comité stratégique a demandé à faire évoluer ce terme de sage-femme coordinatrice vulnérabilité en sage-femme de coordination parcours complexe de territoire. Ça devient un petit peu compliqué à dire l'acronyme, c'est SFCVT, mais bon.
On essaiera peut-être de trouver plus simple dans un troisième temps. Ces missions, ce sera de cartographier les ressources territoriales et régionales, d'améliorer le repérage des femmes en situation de vulnérabilité, et par cela, diffuser des outils de repérage. Ils existent, le RPO les a créés, et des référentiels RPO. Ils existent notamment sur l'addiction. Et la sage-femme, Madame Closier-Valade, qui a fait son mémoire sur l'addiction, nous a montré qu'il n'était pas connu par les professionnels de santé de l'Aveyron, ce référentiel. L'amélioration de la coordination pluriprofessionnelle, sanitaire, médico-sociale, associative, avec la diffusion des outils de coordination, fiches de liaison, formulaires électroniques. On va avoir ces formulaires sous forme, grâce à e-santé, sous forme de formulaire électronique SPICO. Voilà, ce n'est pas encore fait, mais ça va se faire. L'organisation et la participation des groupes de travail à des réunions. Appuyer les professionnels de santé libéraux. Avoir un temps dédié avec un téléphone spécifique, une formation et un soutien aux professionnels. Et harmoniser les pratiques professionnelles, notamment avec les outils et les référentiels. Le positionnement de cette sage-femme. On a réfléchi, est-ce qu'on la mettait comme en Languedoc-Roussillon initialement au sein des établissements? La complexité, c'est qu'on l'a vu pendant la crise Covid, quand on manque de professionnels, souvent dans les petits centres, alors peut-être pas dans les grosses maternités, mais dans les petits centres, le temps de coordination était trop petit, donc la sage-femme n'avait plus de temps de coordination, elle repartait dans les soins. Donc on s'est dit, on a fait une proposition à la PTA d'inclure cette sage-femme au sein de la plateforme territoriale d'appui pour avoir une porte d'entrée unique pour les professionnels du territoire, une cohésion sur le territoire de l'appui aux professionnels libéraux et pour bénéficier et contribuer au diagnostic systématique et standardisé des ressources et de l'offre de soins et des services de territoire. Et il y a une grosse cohérence avec les missions des DAC et des PTA, à savoir la mission 1, le conseil et l'orientation aux professionnels. Cette sage-femme n'est pas là pour faire à la place des professionnels libéraux, elle est là pour conseiller, orienter. La mission 2, ça peut être la coordination du parcours en indirect. Peut-être que ce sera dans certains cas de la coordination du parcours en direct. Ça, l'avenir nous le dira. Et la mission 3, ce sera un appui au projet du territoire et des retours d'expérience de son territoire. Donc, cette sage-femme va faciliter le lien entre les professionnels rencontrés. Les médecins généralistes, gynéco-obstétriciens, gynéco-médicaux, sages-femmes, spécialistes, anesthésistes, enfin tous les professionnels de la périnatalité. Donc, le premier territoire expérimental, c'est l'Aveyron. Pourquoi l'Aveyron? Parce que c'est en lien avec la fermeture de la maternité de Decazeville en 2017, qui était au Nord-Aveyron. L'Aveyron, c'est un 5e plus grand département de France, avec des zones de montagne. Il est dans un triangle, ce n'est pas le triangle des Bermudes, c'est le triangle entre Toulouse, Montpellier et Clermont-Ferrand. Et il y a une zone rurale avec des fois des difficultés pour les patientes de transport. L'Aveyron aussi a une particularité, c'est qu'il y a 2 GHT. Il y a l'Aveyron Sud qui est tourné vers Montpellier et l'Aveyron Nord qui est tourné vers Toulouse. Donc des fois, c'est difficile pour les professionnels d'orienter une patiente. L'offre de soins en périnatalité. L'Aveyron a un CH de type 2. C'est le centre hospitalier de Rodez qui est au cœur de l'Aveyron. Alors, les types de maternité, c'est en fonction des soins des nouveau-nés. Les types 1, qui sont Millau, Saint-Affrique et Villefranche de Rouergue, sont des maternités qui accueillent des bébés à terme et bien portants. Les types 2, c'est des services qui ont en plus, des maternités qui ont en plus un service de néonat en type 2A, et les types 2B ont un service de soins intensifs. Et les types 3, il n'y en a pas en Aveyron, il n'y en a qu'un en Occitanie-Ouest, c'est Toulouse, et en Occitanie-Est, c'est Nîmes, Montpellier et Perpignan. Donc, on voit que Millau et Saint-Affrique seront peut-être plus orientés, si besoin d'un type 3, vers Montpellier. Et il y a un
un CPP, un centre de périnatalité de proximité, c'est le CH de Casseville. Et on voit que le Nord-Aveyron, il n'y a plus grand-chose. Mais il y a aussi un maillage très important, c'est le maillage des maisons départementales de l'enfance et de la famille, qui englobent un petit peu les villes. Il y a 50 points d'accueil des PMI au sein des maisons départementales de l'enfance et de la famille. 16 sur le territoire d'Espalion, 14 sur Villefranche de Casseville, 11 sur Millau-Saint-Afrique et 10 pour le pays ruthénois et le Vézou. Et il y a aussi des structures d'exercice regroupées, 28 maisons de santé pluriprofessionnelles. Je suis désolée, on ne les a pas intégrées, on aurait dû pour plus de lisibilité dans la cartographie. Et surtout, important, dans ce Nord-Aveyron qui nous semblait un peu vide, une communauté professionnelle territoriale de santé dans le Nord-Aveyron qui inclut les sages-femmes. Et il y aura 3 CPTS en projet. Un nombre d'accouchements sur ce territoire qui est de 2239. Saint-Afrique 158 en 2020, Millau 342, Villefranche-de-Rouergue 489 et Rodez 1250. On voit qu'on a des très petites maternités. Moins de 500, c'est des très petites maternités et une maternité plus importante, Rodez, qui est type 2B. Donc, très petite maternité, ça veut dire aussi s'il y a une complexité obstétricale pour la patiente, cette patiente risque d'être transférée vers un type différent, soit un type 2A, soit un type 2, soit un type 3, que ce soit pour son nouveau-né ou pour un suivi plus spécifique, parce que dans les petites maternités, il n'y a pas toujours les spécialistes nécessaires à la patiente. Les acteurs du projet. Les porteurs du projet, ce sont le réseau de périnatalité Occitanie et la plateforme territoriale d'appui de l'Aveyron, avec le soutien de l'ARS et de la DT-ARS 12, et aussi, on l'a mis dans le comité stratégique aussi, qui regroupe la DT-ARS, l'URPS médecin, l'URPS sage-femme, la PMI et les représentants des établissements. Le réseau de périnatalité Occitanie, c'est quoi? C'est une structure de coordination, d'appui, d'évaluation et d'expertise médicale dans le champ de la périnatalité en amont et en aval de la naissance. C'est une structure régionale. On a fusionné, avant, il y avait le réseau Matermip, TIMIP, le réseau d'aval de suivi des enfants vulnérables pour Occitanie-Ouest, et en Occitanie-Est, il y avait le réseau Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon, et nous avons tous fusionné en 2019, nous sommes devenus le réseau de périnatalité Occitanie. Ça fait un gros réseau, ça fait un gros territoire l'Occitanie. Nous avons une instruction de 2015 qui nous donne les priorités nationales de nos missions de réseau de périnatalité, améliorer l'articulation ville-établissement de santé, améliorer l'accès à l'IVG et contribuer à réduire les inégalités sociales de santé. Donc, contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale et régionale en santé périnatale, c'est organiser les parcours de soins en périnatalité, mobiliser les acteurs de la périnatalité, coordonner le dépistage néonatal de la surdité, organiser le suivi des enfants vulnérables, c'est la prise en charge des nouveau-nés qui ont grands prématurés qui vont avoir un besoin d'un parcours spécifique après la naissance avec la psychomotricité, de la kinésithérapie et autres, et le suivi de pédiatres spécialistes, et apporter son expertise à l'ARS, déterminants régionaux expertise. Nous avons aussi pour mission d'aider à accompagner les acteurs de l'offre de soins en santé périnatale pour améliorer l'articulation ville-hôpital et améliorer la coordination entre les acteurs. Par exemple, dans le cadre de RMM, on a déjà fait des revues de mortalité, des staffs de parentalité, des formations, suivi des transferts in utero, des référentiels, des reprises de situations mensuelles. Depuis cette année, nous faisons des reprises de cas complexes en visioconférence sur toute l'Occitanie. On a mis aussi en place des parcours patients traceurs, notamment sur le parcours IVG. Et on informe les usagers sur la page Internet et grand public. Nous avons réalisé justement une visio
sur la vaccination Covid pour les femmes enceintes et une affiche à destination des établissements et de professionnels de santé sur l'incitation à la vaccination des femmes enceintes. Notre CEPOM 2018-2023 nous demandait de mettre en œuvre, de promouvoir l'entretien prénatal précoce, d'accompagner la femme enceinte en situation de vulnérabilité et d'accompagner la prise en charge pluriprofessionnelle et coordonnée des nouveau-nés vulnérables. Les membres de notre réseau, c'est tous les établissements de santé publics et privés. Eux, ils adhèrent, donc de par principe, leurs professionnels sont adhérents aussi. Tous les professionnels de santé publique et privée, les institutions partenaires, comme la PMI, comme l'ANPA, enfin, voilà, d'autres institutions partenaires. Il y a des adhérents individuels qui est obligatoire pour les échographistes qui font le dépistage de la trisomie 21 parce que le réseau de périnatalité va leur donner un numéro d'agrément. Les URPS, pharmaciens, sages-femmes et médecins. Et le représentant des usagers, nous avons les associations Maître au Monde, SOS Préma, Néonins Perpignan et l'école des parents et éducateurs de l'Hérault. Et je laisse la parole à Sophie qui va vous présenter la PTA 12. Déjà, avant de commencer à présenter la PTA, je voulais juste donner une petite précision sur le projet. Puisque quand Dominique m'a sollicité pour me présenter le projet, qu'elle avait déjà bien travaillé, elle m'a sollicité pour qu'on aille rencontrer les partenaires sur le département de l'Aveyron. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on avait discuté ensemble. Voilà. Et donc, on a rencontré notamment des sages-femmes référentes à l'hôpital de PMI. Et lors des discussions, c'est venu d'elle-même, de ces sages-femmes, de dire qu'il fallait que, dans le cadre de ce projet de sage-femme coordinatrice, il fallait qu'elle soit en dehors des institutions existantes, c'est-à-dire en dehors de l'hôpital et même en dehors de la PMI. Et donc, finalement, c'est apparu assez naturel pour tout le monde, et bien que cette sage-femme puisse se trouver dans la PTA, qui était un dispositif en construction à l'époque d'ailleurs, puisque la PTA n'existait pas. Donc voilà comment ça s'est fait un petit peu pour la petite histoire. Donc du coup, je vais moi vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est la PTA pour que vous compreniez pourquoi ça nous a apparu logique que cette sage-femme se trouve dans le cadre de ce dispositif. Donc, c'est quoi une PTA? Déjà, on dit PTA, c'est l'acronyme, mais ça veut dire plateforme territoriale d'appui. Ce sont donc les plateformes territoriales d'appui, il en existe dans tous les départements, presque tous les départements d'Occitanie. Elles sont issues de la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016 et elles sont financées par l'ARS. Donc, la zone d'intervention du dispositif, c'est départemental. Et donc, comme je vous disais, c'est issu de la loi de 2016 qui a développé en même temps les CPTS. Donc, tout ça est arrivé quasiment en même temps. L'objectif était de décloisonner un petit peu le sanitaire, le médico-social et le social. Donc, c'était de mettre en place un dispositif de coordination de type guichet unique pour l'aide, le soutien et l'accompagnement des professionnels du territoire. Donc la plateforme s'adresse à tous les professionnels, comme je viens de le dire, de santé. Santé, on l'entend au sens de l'OMS, c'est-à-dire vraiment professionnels du sanitaire, du social et du médico-social. Alors, elle a 3 missions, cette plateforme. La première mission, c'est l'information et l'orientation. Alors, comme vous pouvez le voir, Dominique les a présentées précédemment pour la sage-femme, et c'est là que vous retrouvez les similitudes. Donc là, ce sont les missions de la plateforme. Informer et orienter sur les ressources sanitaires, sociales et médico-sociales existantes sur le territoire, mais pas que. C'est aussi les ressources existantes au sens large. Ça peut être les ressources existantes au niveau régional ou au niveau national, en tout cas, qui peuvent servir à la prise en charge pour les professionnels. La mission 2, c'est l'appui aux professionnels pour la coordination de situations complexes et au parcours. Et la mission 3, c'est le soutien aux pratiques et aux initiatives des professionnels pour
pour accompagner la structuration des parcours sur le territoire donné, en l'occurrence chez nous, le département de l'Aveyron. Alors, pour faire toutes ces missions, nous, on va avoir une équipe qui sera composée, je dis qui sera, puisqu'on est en train de finaliser sa construction. On finit le recrutement au mois d'octobre. Donc, vous voyez, c'est tout frais là aussi. Donc, on a une coordinatrice chef de projet à temps plein, un coordonnateur à temps plein et une assistante de coordination qui sera à mi-temps. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des exemples concrets sur des choses qui ont déjà été faites finalement dans le cadre de la PTA. Donc là, ici, vous voyez un exemple de cartographie. Alors, vous ne verrez rien du tout, hein, parce que là, sur votre écran, c'est illisible, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est un exemple de cartographie, en tout cas, qu'on a construit sur la thématique de la santé mentale. Donc, ça prend beaucoup de temps pour faire ça. Donc, là, vous ne voyez pas, mais au cœur de la cartographie, eh bien, il y a la santé mentale. Et l'objectif, en fait, pour nous, c'est d'identifier tout ce qui existe et qui peut être ressource pour les professionnels dans le domaine de la santé mentale, que ce soit en termes d'hospitalisation, en termes de maintien à domicile, ou que ce soit populationnel, santé mentale en gériatrie, en pédiatrie, etc. Et puis, on va le décliner jusqu'à aller jusqu'à des ressources très pointues, voire même jusqu'à, pourquoi pas, un professionnel spécialisé dans la prise en charge des enfants, des enfants en santé mentale qui sont victimes, victimes d'addiction, hein, pourquoi pas. Je dis vraiment n'importe quoi, mais l'idée, c'est vraiment d'aller très finement dans toutes les ressources, qu'elles soient, là pour le coup, je le reprécise, départementales, régionales ou nationales. Donc, ça, c'est un travail qu'on a mené. Donc, notre cartographie n'est pas exhaustive, elle est très complète à ce jour, mais elle n'est pas exhaustive et je pense qu'elle ne le sera jamais. Il faudra sans cesse la mettre à jour, d'ailleurs. Et donc là, pour poursuivre sur cette cartographie, je vous donne un exemple de sollicitation que nous avons eue d'un professionnel qui nous a demandé quels étaient les dispositifs, alors de connaître les dispositifs menant des actions dans la prévention du risque suicidaire dans l'Aveyron. Donc voilà, on a été sollicité, on nous pose cette question. Eh bien, il se trouve que malgré notre cartographie, vous voyez, on n'avait pas cette réponse. Donc, on s'est dit, bah, tiens, on va compléter. Et donc, on a mené ce travail-là pour lui donner une réponse. Donc, comment ça s'est passé? Eh bien, on a envoyé des mails à l'ensemble des partenaires qu'on avait déjà identifiés dans le cadre de notre cartographie et qui pouvaient éventuellement mener ce type d'action. On a rencontré de nouveaux partenaires qui pouvaient aussi développer ces actions spécifiques sur le sujet qui ont pu nous expliquer. À chaque fois qu'on rencontre de nouveaux partenaires, d'ailleurs, ça nous amène là aussi encore vers d'autres partenaires, etc. Même si ça ne s'arrête jamais. On a recherché des outils, des programmes mis en œuvre autour de cette thématique. Et on a là aussi élaboré un outil pour répondre, on a en tout cas élaboré une réponse aux demandeurs, une réponse assez complète sur l'action menée, une synthèse sur la restitution. Alors, synthèse, elle fait quand même 4 pages, je crois, si je ne me trompe pas. Là, pareil, hein, vous n'allez pas la lire parce que c'est beaucoup trop petit. Mais en tout cas, on lui donne toutes les réponses, ce qui nous a permis à nous d'aboutir à une sous-cartographie, si je peux dire, du fait de cette sollicitation. Donc, grâce à ces sollicitations, à chaque fois, ça nous oblige, nous, à aller chercher de nouvelles ressources. Ces ressources, on les a au sein du dispositif, et donc, ce qui veut dire qu'on les a aussi potentiellement pour d'autres professionnels qui en auraient besoin. Donc, voilà pour un exemple. Exemple d'autres travail pour lequel on a été sollicité au niveau de la PTA. Donc là, c'est une sollicitation du conseil départemental pour structurer les parcours de soins et coordonner le parcours de soins des enfants protégés dans l'Aveyron. Donc ça, c'est déjà un projet qui fait l'objet d'un article 51 au niveau national dans 3 départements, me semble-t-il. Et le département de l'Aveyron souhaiterait que, bien qu'on n'ait pas, nous, mis en place un article 51, qu'on travaille avec eux pour mettre en place
ce type de parcours et qu'on les accompagne en tout cas dans l'ingénierie de ce projet et pourquoi pas que la PTA soit porteuse d'une partie de certaines actions qui ne pourraient pas à ce jour être portées par le conseil départemental ni par aucun autre acteur pour le moment, en tout cas, et qu'en attendant, ce soit la PTA qui le fasse, le temps qu'on pérennise en tout cas l'action avec potentiellement un autre acteur. Ça, c'est un projet qui est en cours également. Donc voilà, pour quelques exemples. Donc ensuite, quelques dates et quelques chiffres. Donc je vous disais que la PTA, chez nous, elle est toute fraîche puisque le numéro unique de la PTA a été ouvert uniquement en janvier 2021. Donc le 4 janvier précisément, que la coordinatrice chef de projet avait pris son poste en mai 2020, le temps de créer tous les partenariats, de débuter les premières cartographies. Donc, on commence à avoir quelques sollicitations. On a rencontré pas mal de partenaires. Voilà. Et comme je vous le disais également, le reste de l'équipe va arriver d'ici octobre. Alors, je vous en parle brièvement parce qu'il faut quand même le savoir et en avoir entendu parler. Et d'ailleurs, Dominique l'a cité tout à l'heure. On parle de plateforme territoriale d'appui puisque les textes ont créé les plateformes en 2016. Pour autant, d'ici juillet 2022, on ne parlera plus de plateforme territoriale d'appui puisqu'elles seront intégrées dans un nouveau dispositif qui s'appellera le DAC, c'est-à-dire dispositif d'appui à la coordination. Et les travaux de fusion avec le réseau de santé et les MAIA sont actuellement en cours. Donc, si je vous ai présenté la plateforme territoriale d'appui et quelques travaux qu'on a menés, c'était pour que vous puissiez voir la similitude finalement des missions de notre dispositif avec le projet qui est porté par le réseau de périnatalité et les missions de cette sage-femme coordinatrice, donc la pertinence aussi qu'on puisse travailler avec elle. Donc, elle sera mise à disposition dans les locaux de la plateforme. Elle pourra être sollicitée via le numéro unique de la plateforme, ce qui aura une certaine logique aussi pour les professionnels du territoire, puisqu'on est toujours dans une logique de coordination. Donc, c'est-à-dire, ils sont à la recherche d'une ressource en périnatalité, ils appellent le numéro unique dédié à la recherche de ces ressources. Et en interne, on orientera vers la sage-femme. Ce travail de cartographie des ressources, finalement, là, je vous ai montré un début de travail qu'on a fait sur la santé mentale. Eh bien, tout ça, ça s'imbrique finalement, puisque le travail que va faire la sage-femme sur la périnatalité, je pense que santé mentale, périnatalité, il va y avoir énormément de travaux en commun. Et donc, on va pouvoir faciliter également la mise en lien avec les partenaires que nous, on connaît déjà sur le territoire pour cette sage-femme. Collaborer entre les équipes de coordination et la sage-femme pour partager les expériences également. Voilà, donc tout ça, ça va être très facilitant. On a parlé également des outils numériques. Dominique a parlé un petit peu de Spico. Il faut savoir que le futur dispositif d'appui à la coordination va utiliser le même outil. Donc là aussi, ça va être très facilitant. Donc voilà, il y a quand même une certaine évidence à travailler ensemble sur ce projet. Voilà, donc là, rapidement, sur cette fusion de dispositifs d'appui à la coordination qui est liée à la loi de 2019. Donc, comme vous pouvez le voir, les textes qui régissent les réseaux de santé et les MAIA ont abrogé ces deux dispositifs sous 3 ans. Donc, c'est-à-dire qu'en 2022, ils n'existent plus, ils seront fondus dans le fameux DAC. Et le texte législatif qui régissait les plateformes territoriales d'appui a été modifié pour devenir celui concernant les fameux DAC, donc qui sera finalement assez proche de ce que je vous ai présenté pour la PTA, c'est-à-dire un dispositif unique avec pour objectif de répondre aux professionnels sociaux, médico-sociaux et sanitaires pour appuyer la prise en charge et l'accompagnement des personnes, quel que soit l'âge ou la pathologie. Voilà, donc je ne rentre pas plus dans les détails, mais que vous le sachiez quand même. Donc là, c'est l'émission du DAC, mais là, c'est pareil, je vais pas y rentrer dedans, sachant que c'est très, très proche. C'est écrit différemment, mais c'est très proche des missions de la PTA. Et voici le numéro de téléphone unique, qui est celui de la PTA et qui sera donc celui auquel vous pourrez joindre la sage-femme coordinatrice également sur l'Aveyron.
Voilà. Je crois que moi, j'ai fini pour la présentation. Alors, a priori, il y a une question sur qu'entendez-vous par enfants protégés? En fait, les enfants protégés, ce sont les enfants placés. Donc, des enfants qui relèvent de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Donc, si jamais je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à mettre dans la discussion. Je crois que c'est un petit peu compliqué dans leur parcours. Quand ils deviennent adultes, c'est pas ça? Alors, en fait, ce qui se passe là sur le parcours des enfants placés, c'est que normalement, ces enfants devraient bénéficier systématiquement d'une consultation médicale, d'un suivi, en fait. Et aujourd'hui, les conseils départementaux n'arrivent pas à faire ce suivi correctement. Ces consultations médicales ne sont pas faites correctement. Bref, c'est très compliqué. Et donc, ils aimeraient qu'on arrive à systématiser cette consultation, à former des médecins. En fait, il faudrait simplement former des médecins généralistes pour ces consultations, les accompagner, soutenir ces médecins pour mieux faire ces consultations. Enfin, voilà. En fait, c'est coordonner justement ce parcours-là pour améliorer le suivi de ces enfants placés. Voilà. Alors, je vais vous parler de 2 autres expériences. On a parlé tout à l'heure des sages-femmes de coordination, notamment au CHU de Montpellier. C'est la sage-femme de coordination vulnéraire au début addiction, parce qu'elle était dans le pôle addiction du CHU de Montpellier et elle a été renommée un petit peu référente addiction et vulnérabilité. Ces missions, c'est le suivi des patientes en binôme avec un médecin ou une sage-femme, la coordination, l'appel téléphonique des professionnels et des patientes et du couple, le suivi du suivi. Elle va voir si les professionnels ont des problématiques dans le suivi de la patiente, et idem pour la patiente, et la préparation des hospitalisations. Elle va former aussi les professionnels en formation initiale, les sages-femmes, les puères, les internes. Et elle va appeler, il va y avoir un appel téléphonique des professionnels du réseau personnel de chaque patiente. Elle va soutenir les équipes intra-hospitalières. C'est une personne ressource pour la région Occitanie. Elle fait partie du réseau de périnatalité Occitanie. Je pense que c'est la sage-femme la plus pointue de France sur la thématique des addictions, c'est Corinne Chanal. Et du point de vue administratif, elle rédige des courriers, des mails, mise à jour des dossiers, rapports d'activité, analyse des données et projets. Par exemple, l'activité en 2012, c'est 78 femmes enceintes avec addiction hors tabac, 318 consultations de femmes ou couples, 218 entretiens téléphoniques des patients, 690 heures de coordination comptabilisées en travail indirect, 2 heures de reprise hebdomadaire avec un pédopsie et 49 actions de formation. Donc, le travail en indirect, c'est ça qui pose le plus de problèmes si la sage-femme est positionnée intra-établissement. Pourquoi? Parce que si l'établissement n'a pas de fonds spécifiques par l'ARS, ce n'est pas un temps rémunéré. Autant une consultation, il y a la T2A, c'est valorisé, la coordination n'est pas valorisée. Donc, soit il y a des fonds FIR, soit il n'y en a pas. Et dans ce cas-là, les sages-femmes addiction, souvent, elles ne vont pas... les sages-femmes dans les petits établissements risquent d'être envoyées sur d'autres postes en cas de tension, en cas de tension RH. On a pris l'exemple aussi d'une coordination différente sur la Franche-Comté. Le réseau de périnatalité de Franche-Comté, qui a en 2003 un réseau qui est né en 2003, c'est un réseau de coopération inter-établissement qui réalisait au début surtout les transferts in-utero, les transferts néonataux. Et en 2004, il va élargir la prise en charge des patients en intégrant dans l'organisation de son réseau les professionnels d'amont et d'aval de la naissance. Ça va devenir un réseau ville, PMI, hôpital. Avec son objectif régional, promouvoir et ou développer la collaboration multidisciplinaire, quel que soit le mode d'exercice, la profession et le lieu d'exercice.
C'est un réseau régional articulé en niveau de proximité avec une faible densité de médecins généralistes, une faible densité de gynéco-obstétricaux libéraux. Ils ont décidé de mettre en place une sage-femme de coordination de territoire suite à la fermeture d'un établissement. Un petit peu comme à Decazeville, il y a une petite maternité qui a fermé. Donc, pour pallier à ça, ils ont réussi à avoir des fonds de l'ARS pour la mise en place d'une sage-femme de coordination de territoire. Mais parallèlement, ils auront un financement via l'article 51 pour des sages-femmes gestionnaires de cas complexes, et ce sera surtout des sages-femmes de PMI ou des sages-femmes libérales ou d'établissements qui vont être un peu la sage-femme gestionnaire de cas complexes. Donc, on va, j'espère que ça va marcher, vous lancer l'interview de Madame Leslie Despaillé, qui est la coordinatrice du territoire. Leslie Despaillé, je suis coordinatrice de proximité pour le Franche-Comté sur le territoire de bassin de naissance de la maternité. Ça représente à peu près la moitié du choix. Je crois qu'on a un problème technique. On me dit que vous ne voyez pas la vidéo. Ah oui, il fallait repartager peut-être. Je te laisse la place. Là, c'est bon. Voilà. Bon, là? Ouais, ok. Je suis Franche-Comté. À la caisse d'allocation familiale en tant que référente parentalité. Et donc, je vais basculer sur le suite à la maternité qui est petite en zone montagneuse, des professionnels de périnatalité sur le territoire, suite à des questions un petit peu politiques, à la fermeture de la maternité du territoire sont assez isolés, donc une distance de 45 minutes entre l'échangement qui est maintenant c'est gentil. Et donc, c'est le lien entre du Jura et la République. Alors, je suis désolée. Arrêtez. Donc, effectivement, on vous enverra la vidéo. Ce sera plus simple par un lien. Donc, parce qu'apparemment, vous voyez l'image, mais vous n'entendez pas le son, donc on est désolé. C'est les joies du... Voilà. Juste en gros, alors, ce n'est pas une sage-femme, même si j'ai mis sage-femme de coordination du territoire. Ils n'ont pas réussi à trouver une sage-femme. Ils ont trouvé une professionnelle qui travaillait à la CAF. Et finalement, ça a bien matché parce que son rôle, c'est plutôt de faire la coordination la cartographie du territoire, des ressources, et de faire travailler les professionnels ensemble. Donc, c'est vrai. Est-ce qu'il faut la pointure de la sage-femme? Ça lui manque par moment, mais je pense qu'elle a l'appui quand même du réseau derrière et ça se passe très bien pour l'instant. Donc, notre projet, est-ce que vous le voyez? Oui, c'est bon, voilà. Donc, le 27 janvier 2020, il y a eu l'approche du territoire, c'est-à-dire que je suis allée voir Sophie Rebois, comme elle vous l'a raconté, et on a décidé de rencontrer certains acteurs du territoire pour voir si on montait le projet, où mettre cette sage-femme.
On a fait une présentation à la PMI, à l'ARS Périnat en décembre 2020 pour leur parler un petit peu plus du projet, en leur disant que le territoire de l'Aveyron était partie prenante du projet l'implantation d'une sage-femme de coordination au sein de la PTA. On l'a présenté à la DTRS aussi, qui a validé le projet. Et on a validé en interne une fiche de poste, un budget. Le 27 janvier, il y a eu un copil stratégique qui nous a conforté dans ce projet. Et une réunion de lancement le 12 mars 2021, à laquelle on a annoncé à tout le territoire de l'Aveyron le projet et on a lancé un appel à candidature. Et entre mars et août, ça a été un petit peu des allers-retours avec l'ARS, mais finalement, le 31 août, c'est-à-dire mardi qui va venir, nous allons réaliser les entretiens d'embauche de la sage-femme de coordination des parcours complexes du territoire. Et on espère qu'elle sera là. On a mis une date aléatoire au 1er octobre. On l'implantera dès qu'elle sera disponible. Voilà. Sachant que comme c'est un projet expérimental, on va être, je pense, regardé de près par l'ARS et on va devoir faire nos preuves pour montrer que cette sage-femme apporte une plus-value au territoire de l'Aveyron. Voilà. Voilà, j'ai fini la présentation. On peut passer, si vous voulez, je vous remercie de votre attention et on peut passer à la discussion. Donc, moi, j'ai lancé des questions, mais vous en avez peut-être d'autres. N'hésitez pas à ouvrir les micros parce qu'on n'est pas très nombreux. Donc, voilà, les caméras aussi, si vous voulez, ce sera plus sympathique. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est? Allez-y. Et encore, excusez-nous pour les problèmes techniques. Ça devrait aller mieux demain, non? Oui, on repassera. Voilà. Alors, apparemment, vous avez du mal à ouvrir les micros. Moi, je voulais savoir comment les femmes enceintes sauront comment trouver cette sage-femme, en fait. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour. Éléonore Varini, je suis journaliste concours Pluripro. Alors, le projet est prévu. Notre projet, c'est la sage-femme gestionnaire de cas complexes, mais elle est plus en appui aux professionnels. C'est-à-dire qu'on n'a pas imaginé qu'elle soit gestionnaire de cas complexes. On laisse le soin aux professionnels. La priorité, c'est faire monter en compétence les professionnels du territoire. Si personne ne réalise cette coordination, cette sage-femme pourra le faire. Mais en première intention, l'ARS a souhaité que ce soit vraiment de la coordination au sein du territoire des professionnels. Pour compléter la réponse, il va y avoir, à mon avis, un très, très gros travail de communication à destination des professionnels de santé, donc santé au sens large, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire vraiment du sanitaire, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, libéraux, mais aussi les établissements. J'entends plus. Du monde. D'accord, j'ai entendu votre réponse. Du monde, juste je complète comme malgré tout, du monde du social, etc. Pourquoi? Parce que il y a des secteurs, ça a été dit tout à l'heure, il y a un risque de rupture en fait. C'est-à-dire que ces femmes ne vont pas être touchées directement et elles ne vont pas aller directement. C'est des femmes qui ne vont pas aller en PMI, qui ne vont peut-être pas aller à l'hôpital. Et donc, il va falloir essayer de les toucher à des endroits où elles ne vont pas. Et ça, c'est le plus compliqué. En vrai. Voilà. Oui. Excusez-moi, ça s'est déconnecté pendant 2 minutes. Oui, ça a coupé. Ouais, je crois que c'est ce que j'ai eu. Donc, j'ai juste entendu dire que vous aviez un gros travail de communication vers les professionnels de santé. Alors, ça va être son premier travail, c'est-à-dire de cartographier le territoire, de travailler avec les professionnels, de leur faire connaître les outils qui existent. Alors, on n'a pas un PPS comme pour les Mayas,
mais on a des fiches de liaison, on va avoir des formulaires électroniques grâce à Spico, on a des référentiels, notamment sur l'addiction ou sur d'autres, on organise des reprises de situation avec le réseau de périnatalité. Cette sage-femme, elle aura le rôle de faire monter en compétence les acteurs du territoire, parce que comme je vous l'ai dit, les acteurs, des fois, ont du mal à poser la question à une femme enceinte, est-ce que vous buvez de l'alcool et combien, parce que je ne sais pas vers qui j'oriente, donc je ne pose pas la question, je ne vais pas me mettre en difficulté. Donc, essayer de faire monter, ce n'est pas de faire à la place des acteurs du territoire, des professionnels. Après, on verra à l'usage, puisque c'est une expérimentation, on verra à l'usage, c'est un professionnel de santé quand même, cette sage-femme, mais par rapport à la Franche-Comté, ben, si personne ne va voir la patiente, elle pourra y aller. Ce qu'il y a d'intéressant, la dernière fois, lors de notre comité stratégique, c'est qu'à un moment donné, quand on a lancé le projet, la PMI, les sages-femmes de PMI a dit, mais cette sage-femme, elle fait notre travail. Non, elle ne fait pas leur travail. Elle n'est pas destinée à voir les patientes et à suivre les patientes vulnérables. Elle est là à faire monter en compétence les patientes, les professionnels. Elle peut être là, par contre, pour certaines patientes qui n'iront pas vers la PMI. Par exemple, la cadre de Rodez a estimé à 10% de patientes qui sont vues au moment de l'accouchement, qui n'ont pas été voir la PMI parce qu'il y a une connotation un peu, la protection maternelle et infantile, il y a toujours cette peur de placement de l'enfant. Si j'ai un suivi en PMI, ils vont me retirer mon enfant, alors qu'on n'est plus du tout dans cet objectif, c'est plutôt l'accompagnement de la femme enceinte à une réduction des risques pour elle et pour son enfant. Mais il y a encore cette connotation et ce professionnel pourra voir les patientes au besoin. Parce que c'est difficile de faire une coordination complexe sans voir la patiente, ça c'est sûr. C'est soit le professionnel, soit elle aide le professionnel. On imagine un professionnel l'appelle et lui dit, voilà, je ne sais pas orienter vers cette patiente qui prend pas des neuroleptiques, je dis n'importe quoi, je ne sais pas si c'est dangereux ou pas. Ça, les médecins généralistes, ils auront peut-être plus l'habitude, mais une sage-femme libérale, elle ne connaît peut-être pas les interactions intermédicamenteuses très finement. Donc, la sage-femme cas complexe, elle peut lui dire, OK, je vais interroger, je reviens vers toi, je te donne la solution. Et elle donne la solution à la sage-femme qui explique, qui oriente la patiente. Après, ça peut être une sage-femme qui dit, je suis sous l'eau, je ne sais plus que faire avec cette patiente parce qu'il y a des violences, il y a de l'addiction, elle refuse d'aller à l'hôpital, elle refuse de voir la PMI. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi, pour m'aider? Et la sage-femme de coordination, soit elle soutient la sage-femme, soit elle peut prendre la main, mais ça, on ne sait pas trop, pour l'aider à orienter la patiente. D'accord. D'accord. Et vous avez dit que c'est très bien, oui. Et c'est donc expérimental, mais il y a jusqu'à quand on a la durée de l'expérimentation pour l'instant? Il faut qu'on fasse, je pense, déjà des preuves au moins 1 an, et puis après on verra. On espère que... Oui, en vrai, on dit expérimental, mais en vrai, ça fait partie du PRS, donc oui. C'est quelque chose qui va se pérenniser, à mon avis. D'accord. Oui. On prend des précautions parce que ça a été long à mettre en place, donc on espère que c'est l'expérimentation qui dure. De toute façon, si elle a une pertinence, je pense qu'elle le durera, parce qu'on l'a vu dans les 1000 jours, dans les DAC, la coordination est importante. Et la périnatalité, qui est souvent oubliée, est importante quand même, parce que c'est le début de... si on accompagne bien les mères et les enfants et les futurs enfants, on aura peut-être moins de problèmes dans un second temps. Merci. C'est moi qui vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas, est-ce que vous avez des avis sur la pertinence, sur la place de la sage-femme de coordination? Est-ce que ça vous semble pertinent? Est-ce que sur le... Oui, ou d'autres expériences à partager? Quelqu'un qui parle, je crois. Pardon. Moi, je suis Thibaut Vachon.
Je suis animateur territorial en e-santé, mais je ne vais pas du tout intervenir sur la qualité de ma profession, plutôt sur le ressenti de cette présentation et surtout la pertinence de cette coordination sur les femmes enceintes. Et moi, une première remarque, c'est que j'ai trouvé que la présentation était très axée sur les pathologies rencontrées éventuellement par la maman. Et j'aurais aimé vous interroger sur tout ce qui était lié aux problématiques qu'on peut trouver malheureusement chez les fœtus, qui après, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 24 semaines, ne sont plus considérés comme fœtus, mais comme citoyens, hein, comme des personnes à part entière, et notamment sur le dépistage à temps des problématiques pouvant entraîner une interruption médicale de grossesse qui peut s'avérer compliquée une fois ce délai passé. Est-ce que vous fixez des objectifs par rapport à ça et surtout à l'accompagnement des mamans suite à ces interruptions médicales de grossesse qui peuvent perdurer dans le temps par la suite, et un accompagnement au deuil et toutes les prestations qui peuvent en découler? Oui, c'est vrai que ça peut en faire partie. Bon, après, c'est très encadré, hein, les interruptions médicales de grossesse, c'est encadré. Il faut un accord d'un comité d'experts au sein des CPDP. Et après, il y a un accompagnement quand même des patientes. Et c'est vrai qu'on peut imaginer aussi c'est vrai que l'interruption médicale de grossesse est tellement bien encadrée. C'est vrai que moi, en tant que sage-femme, ça ne m'a pas interpellée. Mais après, par rapport à la patiente et à son traumatisme, si, ça peut faire partie, on l'a vu que ça peut faire partie de la vulnérabilité de la patiente pour une grossesse ultérieure. C'est un vécu traumatique d'une grossesse. Après, les établissements, il y a un accompagnement au deuil au sein des établissements qui est beaucoup plus importante depuis certaines années. C'est-à-dire qu'on montre aux parents le fœtus, on les accompagne à faire leur deuil. Et les enfants peuvent être enterrés. Enfin, voilà. Moi, j'étais plus justement sur l'avant, le repérage des problématiques, parce qu'on sait qu'en fonction du matériel, notamment à l'échographie, on n'est pas apte toujours à voir les problématiques. Et du coup, est-ce que dans la mise en place de ces dispositifs, il y aurait à un moment donné je ne sais pas si c'est une consultation ou quelque chose qui puisse permettre vraiment d'avoir pas un diagnostic, mais une vue vraiment précise pour, entre guillemets, bien entendu, éviter les mauvaises surprises ou les désagréments, puisque passé un certain moment, on ne peut plus faire d'interruption médicale de grossesse. On peut faire l'interruption de grossesse peut se faire tout au long de la grossesse avec l'accord du CPDP. Ça dépend de la pathologie du fœtus. Après, c'est vrai que la prévention est importante, vous avez raison, parce que l'addiction, l'alcool a un effet sur le fœtus. Donc, ce qu'il faut que cette sage-femme aussi, on parle beaucoup du suivi de la grossesse, mais il y a la consultation préconceptionnelle qui est importante pour donner déjà des missions, des thématiques de prévention. Peut-être au sein des CPTS, sensibiliser les médecins généralistes à cette consultation préconceptionnelle en disant ah ben, vous voulez arrêter votre pilule, madame, mais sachez que l'alcool, c'est pas bon pour c'est mieux si vous arrêtez de boire le binge drinking du week-end ou l'alcool mondain, il faut arrêter. Enfin, préparer la grossesse avec la prise d'acide folique dès le désir de conception. Enfin, il y a des choses à faire en prévention. Voilà. Et après, en début de grossesse aussi, orienter la patiente précocement pour un entretien de prévention avec une sage-femme libérale ou une sage-femme de PMI. Bon, après, les gynécos, ils peuvent très bien faire la prévention aussi, mais des fois, ils ont un petit peu moins le temps. Ou un médecin généraliste. Mais ça, je pense que les territoires, les CPTS vont être aussi des partenaires importants pour cette sage-femme de vulnérabilité, qui pourra mettre en place des groupes de réflexion sur comment améliorer notre promotion de la santé pour les femmes enceintes en préconceptionnel ou au début de grossesse. Comment faire pour éviter justement que pendant la grossesse, cette femme ait bu de l'alcool ou ait fumé ou ait pris certaines substances illicites parce qu'on ne lui a jamais posé la question, on ne lui a jamais dit que la réduction des risques, ce serait mieux. Voilà. Sans culpabiliser la patiente.
Toutes les femmes enceintes, enfin ça c'est Corinne Chanal qui m'a appris que toutes les femmes enceintes, même les femmes qui sont en situation d'addiction, elles ont quand même envie d'avoir un enfant qui va bien. Voilà. Donc la grossesse est un moment important pour faire la prévention et la promotion de la santé. Et c'est pour ça que appuyer les professionnels à monter en compétences, parce que dans nos études, on n'a pas toujours cette approche, c'est important. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, ce n'était pas vraiment une question, c'était plutôt question-remarque, parce que je trouvais que ce volet-là manquait un petit peu dans la présentation. On était beaucoup sur et encore dans votre réponse, on est beaucoup sur les problématiques de dépendance ou de problématiques liées à la faim. Et pour autant, il y a des problématiques qui se posent au niveau du fœtus et par la suite du bébé, qui sont indépendantes aussi des comportements de la maman, qui sont d'ordre génétique, d'ordre même sans réponse aujourd'hui médicale proposée. C'est vrai qu'après, je n'ai pas trop détaillé mais le réseau de périnatalité forme des professionnels sur le suivi des enfants, ce qu'on appelle les enfants vulnérables, les grands prématurés qui vont avoir besoin de soins spécifiques et d'un suivi médical spécifique. Et là, c'est le projet COCON qui est mis en place par le réseau de périnatalité. C'est un article 51. Grâce à un article 51, ça va être un pack. Je ne suis pas la spécialiste, hein, c'est plutôt nos pédiatres qui sont sur cette thématique, un pack engagement de la CEPAM à rémunérer des consultations de psychomotricité ou de kiné ou d'orthopsie ou de psychologue à destination des enfants vulnérables ou des enfants porteurs de certaines maladies. En fait, là, ce qui est dit, ça peut être une mission du réseau de périnatalité de travailler sur ce sujet qui est soulevé par Thibaut, de travailler sur ce sujet en particulier, auquel cas le réseau de périnatalité pourrait très bien missionner, pourquoi pas, la sage-femme coordinatrice sur travailler avec les acteurs du territoire sur ce sujet-là, si jamais c'était quelque chose qui était identifié comme un besoin du territoire. Moi, en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'il faut voir cette personne, tout comme on le voit dans le cadre des plateformes territoriales d'appui et des DAC, c'est-à-dire qu'il y a une problématique qui émerge sur un territoire par des professionnels. Ils identifient qu'il y a un besoin de travailler sur une question en particulier, une question de santé, et on va travailler sur quels sont les outils, soit déjà existants, soit à mettre en place. Et là, on va solliciter les acteurs pertinents, spécifiques potentiellement, qui peuvent nous aider à le faire. Si c'est une question de périnatalité, eh bien, on va solliciter le réseau de périnatalité qui a peut-être déjà plein d'outils. Oui, et s'ils ne les ont pas, ils peuvent les créer. Voilà. Il existe des référentiels. Alors, ça fait 2 ans qu'on fusionne, donc on a un petit peu du mal à démarrer, à avoir de nouveau une force de frappe. Mais il existe, on faisait des journées, des soirées thématiques sur l'interruption médicale de grossesse, sur le nouveau-né sans vie. Enfin, c'est vieux hein, déjà, mais on avait fait une journée régionale sur cette thématique. Et s'il y a un besoin de territoire, c'est ça qui est important, parce qu'on est tellement gros en régional. Si on a des besoins qui émergent des territoires, ça nous permettra aussi de monter, de travailler en régional sur ces thématiques. Bien entendu. Je pense que la sage-femme coordinatrice, le fait d'être en proximité sur chaque territoire, va pouvoir encore mieux faire remonter les thématiques spécifiques au réseau. Merci pour vos réponses. Alors, il y a une question. Oui, Véronique Chauvet a levé la main. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Moi, je suis Véronique Chauvet, je suis infirmière libérale et je suis coordinatrice aussi au sein d'une CPTS, je suis toulousain. Vous parliez par rapport au repérage des violences faites aux femmes, entre autres enceintes. De toute manière, le repérage de la violence tout court conjugale est une obligation de formation professionnelle depuis 2012. Au sein de la CPTS, il y en a une qui a été faite. Donc, normalement, sur la CPTS, on est à peu près 800, voire 900 professionnels de santé, voire plus. Nous étions que 10 et que 10 femmes, dont 2 médecins. Je pense que ce n'est pas encore ancré du tout dans notre culture. Il y a beaucoup de freins. Et je pense que
ça serait déjà ça serait un levier parce que ça permettrait d'avoir un autre regard. C'est tellement complexe. Déjà, l'attitude de la femme, voilà, c'est tellement complexe que je pense déjà ça serait un démarrage. Mais alors, c'est complexe et chronophage. C'est vrai qu'on a travaillé, moi j'avais travaillé avec on avait fait en 2016, enfin, je crois, une journée régionale sur les violences faites aux femmes. Et on avait travaillé avec la préfecture de la déléguée territoriale aux droits des femmes de Haute-Garonne et tout un ensemble d'acteurs de la Haute-Garonne sur une carte conceptuelle sur les violences faites aux femmes. On l'a fait pour le 31. Un peu ce que Sophie vous a présenté sur la santé mentale. On avait travaillé sur cette cartographie et sur une fiche réflexe. Voilà, qu'il faudrait peut-être voir, qui sont un peu obsolètes. Mais il y a des formations aussi qui ont beaucoup existé puisque ça faisait partie d'une priorité nationale, les violences faites aux femmes. Et il y a le réseau qui s'appelle le réseau Révoc, qui fait beaucoup de formations. C'est pour ça que finalement, l'ex-réseau Matermip a fait beaucoup de formations sur les violences faites aux femmes parce qu'il y a un réseau spécialiste qui fait intervenir des médecins légistes, des gendarmes, des policiers, des juristes, et c'est une formation à destination des professionnels. Après, c'est vrai que c'est compliqué de poser la question, peut-être la poser en systématique, mais avant de la poser, il faut avoir aussi un certain nombre d'outils pour orienter la patiente. Voilà. Et c'est chronophage parce que cette patiente aura du mal, il faut laisser la porte ouverte, lui dire que si vous voulez, vous avez peut-être des associations à côté de chez vous, cette patiente aura peut-être du mal à faire le pas pour quitter son conjoint. Oui, ça fait pas. Au niveau des textes réglementaires, c'est quand même obligatoire, cette formation. Ouais. Et il y a, je sais pas, on doit y avoir même pas 5% de professionnels de formés. Ouais. En gros. J'ai été intéressée par ce que tu as dit, Dominique, au début de ta présentation, par cette sage-femme qui a fait son mémoire là, dans l'Aveyron, et le nombre de professionnels le pourcentage de professionnels qui n'osent pas parler aux femmes, de poser la question des problématiques qu'elles rencontrent, ou que ce soit sur les addictions, etc. Alors, je ne parle plus exactement des chiffres que tu as donnés, mais il me semblait assez élevé quand même. Tout simplement soit par méconnaissance des ressources, par méconnaissance des outils existants, comme quoi, effectivement, ce que vous dites, c'est quand même important, c'est-à-dire que la formation est une chose importante, mais aussi ne serait-ce que la connaissance de l'existant qui pourrait aider les professionnels, ne serait-ce qu'à oser aborder les sujets avec les femmes. Donc, comme quoi... Après, est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à faire avec la CPM? Les médecins généralistes vont avoir une extension en fait, de leur rémunération dans un certain cadre, entre autres dans la direction des personnes âgées, pour des consultations longues, mieux rémunérées et entre autres à leur domicile. Et il y aurait possibilité, puisque c'est chronophage, de faire à peu près le même modèle. Un modèle bien sûr économique. Du coup, on nous bouscule un petit peu puisqu'on nous dit que ça va être l'heure. Est-ce qu'il y a quand même une dernière question pour pas quand même vous couper comme ça, violemment? On espère que vous avoir apporté des éléments de réflexion et on vous remercie de votre attention. Et on vous enverra le PowerPoint et surtout la visio, parce que ça n'a pas fonctionné. L'interview de Leslie Depailler. On vous remercie beaucoup et bonne continuation à cette université d'été. Voilà. Merci. À la prochaine intervention, à 16h, je crois. À 16h, santé mentale. Céline arrive. Merci à vous. Vous devez vous déconnecter de ce lien et reprendre le lien qui a été envoyé ce matin. Voilà, donc le lien plénière pour vous connecter à la prochaine. Donc, allez vous hydrater, vous avez une dizaine de minutes et puis on se retrouve à 16h. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir. Merci, au revoir. On quitte la salle, c'est ça? Oui, on fait quitter. On s'en va.